Je me demande combien de Canadiens savent que cette ville est 250 ans plus vieille que Halifax, qu'en fait, elle était un port de mer international alors que New York n'était encore qu'un marais. C'est la plus ancienne ville d'Amérique et la capitale de la plus jeune province du Canada. Saint John's est une vénérable vieille ville. On ne peut pas dire qu'elle est belle, non plus qu'elle est riche. Mais les maisons de bois sont coquettement peintes et il m'arrive parfois de ressentir que la ville paraît beaucoup plus riante et gaie que certaines autres villes, toutes de pierre et de briques. Peu de villes ont l'équivalent de Signal Hill et de Southside Hills, ou donnent aussi pittoresquement sur l'Atlantique. Saint John's a tout cela, et celui qui vous parle, par l'entremise d'un narrateur de langue française, est Harry Muse. Et j'ai l'honneur et la bonne fortune d'être le maire de Saint John's depuis 16 ans. Cent ans déjà avant l'arrivée des pèlerins à Cape Cod, Saint John's comptait de 40 à 50 foyers, occupés à demeure par des Européens. Le 8 août 1583, Sir Humphrey Gilbert débarqua à Saint John's et, au nom de la reine Élisabeth d'alors, prenait possession de Terre-Neuve, créant ainsi la première colonie britannique d'outre-mer. C'est la batterie que vous voyez là-bas. Elle est plutôt unique en son genre, du fait qu'on n'y trouve aucun canon en état de service. Au cours des siècles, des pêcheurs ont habité ces petites maisons perchées là-haut sur les falaises, et ils ne veulent pas les quitter. On a bien tenté de leur offrir des maisons ou de les aider à trouver pignon sur rue en ville, mais ils veulent rester près de la mer, et nous comprenons tous leurs désirs. Notre port est quasi méditerranéen, et au début de son existence, le printemps ou l'automne venu, le port se remplissait des bateaux de l'île tout entière. Saint John's, voyez-vous, était alors le centre d'approvisionnement et de crédit, car c'est de Saint John's que l'on finançait les pêcheries. Chacun venait y faire ses provisions, puis partait pêcher au grand large. Quel spectacle pittoresque celui de tous ces bâtiments légers, enfilant le goulet, puis longeant notre rivage pour rallier chacun son port d'attache. En 1949, Terre-Neuve devenait la plus jeune des provinces canadiennes, et quelques années plus tard, les facilités portuaires de Saint John's passaient sous la juridiction des ports nationaux. On ne se douterait pas que le nouveau port a été construit sur le site même de l'ancien. De nouveaux quais aménagés pour le chargement jalonnent la rive nord. Le tonnage des navires venant accoster au port augmente tous les ans, et en raison de l'économie croissante de Terre-Neuve, le port est sans contredit un des meilleurs atouts de Saint John's. Le Portugal est un des vieux pays chers à Terre-Neuve. Les Portugais étaient jadis nos meilleurs clients, mais ils ont appris à pêcher eux-mêmes le poisson. Ils viennent maintenant à Saint John's acheter de nous leurs provisions. Ils ont la flotte blanche qui quitte le Portugal pour au moins 6 mois de pêche sur les bancs de Terre-Neuve ou dans les eaux islandaises. Les Portugais sont des gens charmants et nous arrivent par centaines, voire par milliers.
Ils ne font jamais d'histoire et nous gardons pour eux beaucoup d'affection. Tout port de mer d'origine anglaise a une Water Street. St. John's a la sienne, et c'est la plus vieille rue de l'Amérique. Quel autre port pourrait en dire autant? La rue était jadis de pavés, et quel pavé! Nos tramways allaient octant le long de leur voie ferrée. Malgré les empiètements des récentes tendances modernes, on peut encore voir de vieilles constructions. Elles disparaissent, hélas, une à une pour faire place un après l'autre aux édifices plus modernes. Ce n'est qu'en 1800 que Water Street prit le nom de rue. Elle n'était large jusqu'alors que de 6 pieds et portait le nom de chemin inférieur. Elle est aujourd'hui très moderne, un mélange de l'ancien et du nouveau, mais dont l'aspect change chaque année. Les plus vieux édifices ne sont pas aussi vieux que les victimes d'incendie. Il faut dire que par 3 fois, St. John's a failli être rasé par le feu. Mais ici et là, on rencontre encore certaines constructions qui remontent au début du 19e siècle. Ce ne sont pas, que je sache, les plus attrayantes. Celles-là, nous les avons perdues. C'est dire que l'ambiance est une sorte de méli-mélo. Ce n'est pas tout à fait un genre, ni tout à fait l'autre. Dans le bon vieux temps, les marchands avaient leurs magasins dans Water Street et habitaient le même édifice. On ne pouvait pas souhaiter mieux. Par mauvais temps, pas besoin de sortir pour rentrer chez soi. Il était cependant inévitable que tout cela change et, comme St. John's est construit à flanc de côte, les marchands remontèrent graduellement la côte sans toutefois aller au-delà du sommet. La ville, en même temps, continuait de s'agrandir. Magasins et habitations finirent par dépasser le sommet de la côte pour se répandre jusque dans la vallée. Et c'est là que la Corporation du logement de St. John's bâtit ses premières maisons. Et maintenant, le long de cette vallée, se répand le complexe des édifices du gouvernement, l'édifice Confédération, ainsi que Memorial University, que l'on a depuis agrandi et qui, dans un avenir prochain, comportera une faculté de médecine. Au 18e siècle et au début des années 1800, St. John's était en vérité une ville de garnison et il fallait de nombreux forts pour sa défense. C'est ainsi, par exemple, que Signal Hill était littéralement hérissé d'ouvrages fortifiés et de l'autre côté du port et du passage où se dresse maintenant Cabot Tower se tenait Fort Amherst. Il y avait aussi le Fort William sur lequel a été construit notre hôtel, l'hôtel Newfoundland. On comptait également le Fort Townsend, situé près de la basilique et qui est aujourd'hui le quartier général de la police. Parler de ces forts me rappelle qu'on en trouve de très beaux modèles dans le musée de St. John's.
Et ces vieux modèles les plus intéressants valent vraiment une visite au musée. On y trouve en outre nombre de documents précieux du plus haut intérêt pour toute personne désireuse de mieux connaître l'histoire de Terre-Neuve. Military Road est un très vieux chemin qui mène d'un fort à l'autre, depuis les forts de l'Est à Amherst jusqu'au fort Townsend. Et le long de Military Road, on rencontre la vieille église de la garnison, une très vieille église bâtie en 1836. Nous sommes très attachés à cette vieille église de la garnison, et j'estime qu'elle restera là où elle est aussi longtemps que nous réussirons à la maintenir en bon état. Signal Hill fut le théâtre de maintes batailles entre Anglais et Français. C'est un endroit qui attire tout le monde. Et nous n'oublions jamais que c'est de Signal Hill que Marconi a capté la première transmission sans fil, tout simplement la lettre S, relayée outre-Atlantique. C'était le 1er décembre 1901. Avant ce jour mémorable, c'est le Cabot Tower qui signalait l'approche des navires à l'entrée du port. Le signal indiquait le type de navire et le drapeau de l'armateur. Presque tous les marchands armateurs gardaient un télescope à portée de la main dans leur bureau, et lorsqu'ils attendaient l'arrivée de leur navire, ils scrutaient au télescope le signal de Cabot Tower. Nous demeurons vivement attachés à cette tour, car elle fait vraiment partie de la vie des gens de St. John's. Un homme tout à fait remarquable, ce Marconi. J'aurais bien aimé le connaître comme l'a connu mon grand-père, alors membre du Parlement. Pleasantville, que vous voyez là-bas, était jadis le fort Pepperell. C'est là que les Américains installèrent leur première base outre-mer en 1941. C'est ici également qu'au cours de la Première Grande Guerre s'est entraîné le Royal Newfoundland Regiment avant d'aller se battre en France. Lorsque les Américains sont partis en 1960, ils ont remis Pepperell au gouvernement fédéral et provincial et les édifices qui s'y trouvaient sont maintenant affectés à des bureaux du gouvernement ou transformés en conciergerie. Le printemps est toujours tardif à St. John's. Trop souvent, les glaces continuent d'arriver du nord et les vents froids s'abattent sur la ville. Il arrive parfois que des banquises, des icebergs, imposants comme des cathédrales, s'attardent le long des côtes. Vous vous demandez peut-être par ailleurs si nous avons des fleurs, si nous avons des arbustes sur cette terre qui paraît si aride. Oui, nous avons des fleurs. Et le plus étonnant, c'est que, sitôt disparues les glaces du littoral, sitôt que le vent tourne vers l'ouest, les jardins fleurissent comme par magie.
L'édifice Colonial, commencé en 1847, achevé et inauguré en janvier 1850, est entièrement construit de pierres amenées de Cork, en Irlande. Cet édifice abritait les chambres du Parlement, où se sont déroulés d'ardents débats. C'est là aussi, devenu autonome, érigé en gouvernement responsable, que Terre-Neuve dirigea ses propres affaires. C'est maintenant, avec le recul des années, que nous nous rendons compte que pour Terre-Neuve, un gouvernement responsable représentait, de plus d'une façon, de trop lourdes responsabilités. Ce n'est qu'avec grande difficulté qu'une population d'à peine 1/4 de million pouvait maintenir un gouvernement responsable, maintenir l'économie du pays. Nous en avons beaucoup souffert. L'histoire de la Confédération est une histoire qui, pour nous, rappelle beaucoup de souvenirs pleins d'amertume et tant de malentendus. Nous souvenons toujours que nous étions isolés, nous souvenons toujours que nous n'étions qu'une île terriblement éloignée. Nous avions alors l'attitude et l'apparence d'insulaires abandonnés à leurs propres moyens. Le palais du gouvernement fut érigé en 1828 et au cours du régime qui a précédé la Confédération, c'est le gouvernement britannique qui nommait le gouverneur général, toujours naturellement un notable de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, par contre, les lieutenants-gouverneurs sont des Terre-Neuviens nommés pour représenter Sa Majesté et ils s'acquittent admirablement de la tâche de perpétuer les traditions établies. Il y a beaucoup de citadins qui parfois viennent jusqu'au sommet de Signal Hill, non pas parce qu'ils doivent y aller, mais parce qu'ils veulent y aller. Non pas parce qu'ils ont quelque chose à faire là-haut, mais parce qu'ils sont peut-être fatigués de l'activité fiévreuse de la ville. Signal Hill possède un attrait tout particulier, un je ne sais quoi qui vous élève au-dessus des petites misères de la vie quotidienne. Lorsque votre regard fait un tour d'horizon au-dessus de la ville, qu'il s'arrête à la basilique, à la cathédrale, à toutes les autres églises, aux maisons coquettes, vous éprouvez le sentiment que voilà vraiment une ville du peuple. Vous entendez encore les pulsations rauques des moteurs de bateaux de pêche annonçant le retour des pêcheurs de la batterie. Vous constatez les changements qui se produisent. Le nôtre n'est pas un port endormi. Il est au contraire très éveillé. Et des changements s'y opèrent tous les jours. Le vieux Havre s'est transformé autant dans sa conception que dans son utilisation. Ce n'est plus le port d'il y a 15 ans, pas même d'il y a 10 ans. C'est le port du nouveau Saint John's, allant de l'avant comme sa ville, comme sa province. Une province qui se fera une place proéminente parmi les provinces prospères du Canada, notre nouvelle patrie. Ce pays que nous apprenons tous à aimer.